Bienvenue à Question Directe, bienvenue à ITV qui reçoit aujourd'hui professeur Magueye Kassé, professeur des universités. Il est critique d'art, art au pluriel, c'est un communiste, peut-être le dernier des Mohicans comme on dit. Et le communisme, les gens ont l'habitude de dire qu'il est mort. Non, tant que les idées sont là, le communisme est encore là. Peut-être qu'il s'est mué et d'une autre façon de faire. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal semble être à la croisée des chemins. Nous sommes dans une situation assez tendue, un climat politique difficile, où tout le monde semble avoir peur de l'avenir du Sénégal. Quel regard jetez-vous sur cette situation? Mais d'abord, je vous remercie, Alassane Samba Diop, de m'inviter une nouvelle fois à votre télévision, que j'apprécie beaucoup. Merci. Et le groupe E-Média, ITV comme E-Radio, sont des médias qui concourent, de mon point de vue, à éclairer l'opinion sur des questions majeures, sans que les gens aient besoin d'utiliser la vindicte, d'utiliser, disons, des analyses à l'emporte-pièce. Mais je me suis rendu compte que la plupart des gens que vous invitez sont des personnes qui viennent avec des idées qui sont porteuses. Merci. Et c'est de ce point de vue-là que, d'abord, avant de répondre à votre question, le communisme n'est pas mort. J'avais en son temps, dans les années 80, une très belle affiche de Marx qui mettait le doigt dans l'œil en disant « Le communisme est mort, mon œil ». C'est une caricature très suggestive de la pertinence et de l'actualité des idées de Marx. C'est pour ça que nous, au Parti de l'indépendance et du travail, nous nous gardons de jeter l'anathème sur des théories en cours, mais qui tendent toutes à faire croire que le mouvement communiste est dépassé, les idées communistes sont dépassées. Loin de là. Tant que les sociétés humaines existent, et existent dans une dynamique qui est la leur, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, marquée fondamentalement par le néolibéralisme, je crois que la lutte pour le progrès social, la lutte pour le progrès tout court, la lutte pour que l'homme s'émancipe et considère qu'il a une part importante à jouer sur cette terre et dans cette planète, je crois que les idées de Marx seront toujours actuelles. Et c'est à l'aune de cette considération que je dirais que la situation qui prévaut dans notre pays est une situation assez préoccupante. Puisque de part et d'autre, on n'a pas l'impression du tout de prendre en considération des éléments de contexte et de prendre en considération la marche du monde aujourd'hui, qui n'est pas une marche linéaire, qui est une marche qui est faite de contradictions fondamentales entre le capital et le travail, d'une complexité telle que les relations de classe tendent à s'estomper au profit d'idées qui ont leur base de système de domination, mais qui toutes tendent à faire croire que nous ne pouvons pas réussir à opérer la transformation sociale. Mais étant conscient de cela, la plupart d'entre nous pensent qu'il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on reconsidère les choses à l'aune du progrès et à l'aune également des grands enjeux que pose l'humanité aujourd'hui. Et parmi ces enjeux, il y a la construction nationale. Nous avons des pays qui ont une histoire chargée, qui ont une histoire qui a été malmenée du point de vue de la perception de l'homme africain et de l'homme sénégalensis, pour être beaucoup plus concret, et qu'il est dans un système dont nous avons hérité la période post-indépendance et qui était également l'objet d'un enjeu de taille, construire une nation. Construire une nation et construire une république, puisque nous ne sommes plus dans une situation dans laquelle on pense qu'un seul être peut être vu, perçu comme un messie qui viendrait régler sur un coup de baguette magique les problèmes qui se posent à la composition sociale très très disparate et riche de ces différences
est également capable de prendre en main son destin et d'être dans une situation d'indépendance réelle qui permet aux esprits d'éclore et donc de participer à une construction qui appelle in fine le développement. Est-ce que nous sommes dans une situation comme l'a décrite la fois dernière Fodé Ndiaye qui était là, en disant qu'on a du mal à passer de la royauté à la République? Cette transition, on a du mal à l'assimiler dans ce pays. Mais parce que simplement, nous n'avons pas une conception claire de par une éducation citoyenne de ce que c'est qu'un État et qui dirige un État. Évidemment, nous avions l'habitude dans la colonisation de dire « Yefi Bourle ». Bourg, c'était une entité concrète et abstraite en même temps. Concrète puisque c'était le colon qui était là, et abstraite puisque sa réalité n'a de sens que par rapport à la perception qu'on a de cette entité qui dirige un pays. Et donc, le fait que le citoyen ne se considère pas comme un citoyen d'une république dans laquelle, il faudrait bien le préciser, la décision appartient au peuple, mais à condition que ce peuple soit éduqué à comprendre d'où il vient, dans quelle situation il se trouve et comment il se projette vers un avenir. Donc le fait de dire qu'on est passé de manière tout à fait, disons, caricaturale, mais tellement vraie, que la perception qu'on a de l'État, c'est que affaire de bourg, et que donc bourg, moi dogal, moi wax li ñu war a def, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les citoyens à réfléchir ensemble pour trouver les voies les meilleures pour créer un vivre ensemble dans lequel la société se développe, dans lequel chacun se sent à sa place, ou en tout cas à une place qu'il a le soin de faire prospérer, pour trouver, disons, une satisfaction dans la vie qu'il mène ici sur Terre. Parce que tout le monde sait que cette vie-là, elle est somme toute courte. On ne peut pas dépasser 100 ans ou 120 années ou quelque chose comme ça. Oui, mais tantôt quand vous disiez qu'il y a cette éducation qu'on devait donner au peuple, qui ne semble pas avoir été faite, est-ce que nous sommes dans une situation d'échec de l'éducation citoyenne dans ce pays aujourd'hui, ce qu'on voit un peu partout? Je suis fondamentalement persuadé que nous avons beaucoup de lacunes dans l'éducation des citoyens. Éducation au sens le plus large. D'abord l'éducation dans la famille. Les enfants ne sont plus éduqués dans une bonne tradition familiale dans laquelle l'enfant était à l'aise pour avoir un parcours qui le mène vers l'adolescence, vers l'homme d'âge mûr, capable de fonder une famille et d'être à l'aise avec sa progéniture. Nous ne sommes plus non plus dans un système d'éducation traditionnelle dans laquelle éducation, les enfants savent qui est qui. Le respect des anciens, le respect de la parole donnée, le respect de certaines valeurs qui fondent une société. Ensuite, il y a l'éducation formelle, dans laquelle, évidemment, nous avons énormément de lacunes également à déceler, puisque, souvenez-vous qu'il y a quelques années, dans les années 80, 81, quand les États généraux ont été convoqués, on voulait une autre école. Une école démocratique, une école populaire et une école qui donne à l'homme sénégalais la capacité, à partir de ses apprentissages dans sa langue maternelle, d'avoir à la fois des valeurs qui lui ont été léguées par les générations précédentes et dans laquelle également il a accès à la science. Puisque tout le monde sait aujourd'hui qu'apprendre les sciences à partir des langues nationales est beaucoup plus rapide du point de vue de l'acquisition de connaissances que d'apprendre dans une langue étrangère qui est de plus en plus mal connue, de plus en plus mal apprise, de plus en plus... et c'est ce qui fait qu'il y a déjà un hiatus d'être dans un pays où la langue nationale officielle est parlée, somme toute, par une minorité, je veux dire parlée et écrite correctement, à côté d'une majorité qui la comprend certes, mais qui n'est pas capable de formuler des hypothèses, de formuler des manières de concevoir des plans de développement, etc., etc. Donc, cette éducation formelle a connu beaucoup de lacunes, puisque depuis lors, nous sommes allés de réforme en réforme, mais on peut dire aujourd'hui, au bilan de ce qui s'est passé récemment, que l'éducation a failli. Que, en tout cas, du primaire au secondaire et du secondaire au supérieur, nous n'avons plus des élèves, des étudiants qui sont capables d'avoir des savoirs, des savoir-faire, pour avoir également des savoir-être
c'est-à-dire connaissance réelle des phénomènes qui traversent la société, de les comprendre, et en même temps d'avoir des savoirs devenir. Parce que on a l'impression que tout ça, on l'a diagnostiqué, on le comprend, on voit pourquoi ça ne marche pas. Mais le problème, c'est pourquoi on n'arrive pas à dépasser, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il n'y a pas l'action, pourquoi il y a ce changement. Parce que justement, pourquoi ce changement tarde à venir? Il me semble que nous avons un mode de gouvernance qui ne permet pas, in fine, malgré des tentatives qu'on peut déceler par-ci et par-là, d'arriver à ses fins. Arriver à ses fins signifie quoi? Cela signifie que nous aurions dû avoir une école avec de bons enseignants, des enseignants bien formés, des enseignants qui sont capables non seulement d'avoir le savoir, mais d'avoir également le savoir-faire. Comment transmettre les connaissances pour que celui qui a ces connaissances et qui arrive à l'université possède déjà un background suffisant dans une approche maintenant d'enseignement supérieur de caractère holistique. Parce que quand même l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, les sciences de la vie et de la terre doivent être conçues d'une manière telle au collège, au lycée, que celui qui arrive à l'université, quelle que soit la filière qu'il va prendre, des études de droit, des études de sciences économiques, des études littéraires, des études scientifiques, il se rend compte que ces sciences n'ont de sens que par rapport à l'apport d'autres sciences. Il n'y a pas une science qui est cloisonnée en soi, il y a une science qui doit être ouverte sur la vie. Or, la vie présente la vie comme la vie sociale, comme l'organisation sociale de la vie, présente des connaissances indispensables à une compréhension déjà de la science qu'on apprend pour pouvoir, avec l'ouverture qui est faite aux autres sciences, de se dire, tiens, je dois aller apprendre chez les sociologues comment fonctionne ma société. Je dois aller apprendre chez les historiens, bien que je sois un juriste ou que je sois un économiste, je dois apprendre des historiens, je dois apprendre des environnementalistes, je dois apprendre des littéraires, n'est-ce pas? Des langues aussi, quelque chose qui me donne un peu plus de hauteur de vue pour que je puisse profiter de ces connaissances-là pour enrichir en retour les connaissances premières que j'ai dans une discipline. C'est un jeu qui est subtil, mais qu'on doit pouvoir faire admettre aux enseignants pour qu'ils l'intègrent dans leur enseignement. Or, si ce n'est pas fait, nous aurons des gens qui sont certes formés dans une discipline donnée et bien formés, mais il leur manque ceci. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les États-Unis d'Amérique exigeaient que dans beaucoup d'entreprises, il y ait des psychologues, des psychothérapeutes et des gens des sciences sociales et littéraires pour comprendre un petit peu les dynamiques sociétales qui, sans la connaissance desquelles dynamiques, on est incapable d'appréhender ne serait-ce que ce que le consommateur veut, comment influer sur sa mentalité, etc. etc. C'est peut-être un exemple tiré par les cheveux, mais c'est pour dire simplement qu'il est important qu'il y ait une approche pluridisciplinaire des sciences, de toutes les sciences, pour que l'homme qui est sorti de ce moule puisse être un homme accompli. Mais ce travail doit être conduit par des élites. Au Sénégal, on a l'impression que les intellectuels ont démissionné face à la situation politique que nous vivons. On a vu l'université, ce qui s'est passé à l'université de Dakar, où les lieux de savoir ont été attaqués, détruits. La conscience même de l'université détruite. Mais c'est après, quelques jours après qu'on a entendu quelques voix se lever, parler de ça. On a l'impression qu'ils sont tétanisés par la situation. Moi, je pense qu'à cette question, j'ai déjà répondu lors d'émissions ailleurs comme chez vous. Le silence des intellectuels. Les intellectuels ne se sont jamais tus. Ils ont parlé, ils ont écrit pour certains, ils se sont exprimés sur des phénomènes qui présentent des dangers ou des opportunités telles qu'on puisse se saisir de leur savoir pour avancer. Mais récemment, le saccage de l'université... J'en viens à cet aspect-là. Je pense que les intellectuels, je dirais des sachants, parce que être intellectuel, c'est une catégorisation qui peut renfermer énormément de choses, n'est-ce pas? Mais quand on parle d'un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait exactement d'où est-ce qu'il vient et quelle est sa place et son rôle dans la société d'aujourd'hui et qui exprime cette manière d'appréhender les phénomènes de la société dans une démarche esthétique, dans une démarche scientifique, parce que, y compris dans la culture, y compris dans les arts, ils sont aussi des intellectuels, puisqu'ils possèdent un savoir et une sensibilité telle qu'ils doivent pouvoir l'exprimer. Mais la question c'est, quel est le réceptacle qui va accueillir
ses idées, qui va accueillir ses projections, qui va accueillir ses manières de voir un petit peu la marche du monde et la marche de son pays, si on singularise un pays en particulier. Et je pense donc que si nous avons l'impression que ceux qui sont, disons, les passeurs, les médias, la presse, parce que les réseaux sociaux, sur lesquels d'ailleurs il faudrait revenir, parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que le fait de s'exprimer de manière ostensible et ostentatoire fait de vous un sachant. Or, la plupart du temps, les gens qui parlent dans les réseaux sociaux ne savent pas de quoi ils parlent. Et en plus, il y a une déréalisation des valeurs, puisque celui qui parle dans les médias ne parle pas à visage découvert. Il parle, disons, sous un pseudonyme ou en tout cas de manière anonyme. Alors que la parole, chez nous, a quand même un sens extraordinaire. Mais pour revenir à la question, le fait qu'on n'ait pas entendu de manière assez audible et large la réaction d'intellectuels par rapport à ce qui s'est passé à l'université, comme ce qui s'est passé ailleurs, dans des structures comme les banques qu'on a pillées, des supermarchés qu'on a détruits, et qu'on n'a pas analysé suffisamment. Parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont écrit, qui ont parlé, et dont la parole et les écrits n'ont pas été suffisamment portés au devant d'un grand public, ou en tout cas d'un public sachant, d'un public capable de réfléchir, non pas sur l'émotionnel, mais sur le rationnel. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a un hiatus dans la société entre ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans la cité, qui essaient d'analyser ce qui s'est passé à partir d'idées, à partir de points de vue circonstanciés, développés, analysés avant d'être livrés, et ceux qui sont frappés d'une certaine forme d'apathie en disant « je laisse passer les choses et après on verra ». Donc dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, quand les intellectuels s'expriment, on a l'impression que dans ce brouhaha assez général, leur voix devient finalement inaudible. Disons, leur point de vue ne passe pas pour le grand public. Mais ailleurs, on aurait vu des marches. Bien entendu qu'on aurait vu des manifestations, des marches blanches. On aurait souhaité, moi je l'ai dit, on aurait souhaité qu'il y ait une réaction d'ensemble instantanée. À partir du moment où on a saccagé de manière insensée un outil de production de savoir qu'est l'université. Je me serais attendu, évidemment, à ce que nos collègues intellectuels, universitaires pour les nommer, se retrouvent dans les assemblées pour dire l'université est attaquée, je suis membre de l'assemblée de l'université, je suis membre de l'assemblée de faculté, je dois me porter vers le recteur, je dois me porter vers le doyen pour lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Faisons une déclaration tout de suite pour condamner ce qui s'est passé à l'université. Nous n'avons pas eu cela, évidemment, il faut le regretter. On a eu des instances, des regroupements d'intellectuels ou d'universitaires dont la réaction a été assez tardive à mon sens. Alors que ce qu'on a attaqué, on a attaqué la condition première qui fait la différence entre les pays aujourd'hui, le savoir et la connaissance. Si les pays ne savent pas, si les pays n'ont pas accès à la connaissance scientifique, si les pays ne sont pas dans une dynamique de former leurs citoyens à comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui, il est évident que l'intellectuel qui a la charge de cela, il aura failli. En tout cas, il aurait failli à sa mission première, qui est de comprendre le monde tel qu'il fonctionne et de le faire passer pour que les gens réfléchissent en disant « Attention, si nous ne levons pas comme un seul homme pour dire « halte là », nous avons besoin… » Je donne un exemple. La défense de la République, la défense des institutions de la République, la défense de la République et de ses institutions en tant que citoyen, en tant que partie prenante d'un processus de construction qui fait que si on détruit cet outil qui nous rassemble, disons que ce compact que constitue la nation dans sa diversité et sa richesse, si nous ne prenons pas les précautions nécessaires pour sa défense, nous sommes dans une situation de perdre quelque chose qui est précieux et que nous ne pourrons pas léguer aux générations qui vont venir après nous. Justement, parce qu'au fond, fond, il ne faut pas justement se lever, réunir tous ceux qui défendent la République pour la défendre, avant qu'on atteigne la ligne rouge. Parce qu'on a l'impression du côté du pouvoir comme de l'opposition, qu'on pousse de plus en plus loin le bouchon. Mais parce que simplement, nous avons là aussi failli à un devoir premier qui était que quand des intellectuels, quand des forces productives, comme les travailleurs dans leurs syndicats, dans leurs centrales syndicales, quand les organisations de jeunes et de femmes et des intellectuels et le patronat se réunissent pour faire les assises nationales,
pour faire une réflexion d'ensemble profonde sur la situation du Sénégal et se projette avec les conclusions des assises nationales, je crois qu'on aurait dû commencer par ça. C'est-à-dire que certes, on ne peut pas dire que tout ce que les assises ont conclu est encore d'actualité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont perdu la pertinence de la réflexion première qui est d'aller à la racine du mal pour dire si ce que nous avions prévu il y a 10 ans a subi des changements profonds, reprenons le travail là où on l'avait laissé. C'est pas la peine de réinventer la roue, c'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre, comme on dit vulgairement, pour que nous asseyant sur ça, nous puissions nous projeter pour quand même avoir, disons, on nous dit souvent au Sénégal, vous avez toujours de très bonnes idées. Mais la difficulté, c'est de les traduire dans les actes. Mais pourquoi? Quand nous avons fait les assises nationales, beaucoup de gens sont venus nous voir pour dire mais comment vous avez dans fait. Ce pays, c'est difficile de traduire les idées en actes? Pourquoi il est pratiquement impossible de traduire les idées en actes dans ce pays-là? Parce qu'il y a beaucoup de forces d'inertie qui, bien que de manière contradictoire, soient des forces d'inertie, elles ont quand même des dynamiques propres qui font que tout ce que nous projetons est freiné, disons, dans l'œuf pour que ça ne prospère pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas isolés. Nous sommes dans un contexte dans lequel nos pays africains sont, disons, sous un faisceau croisé de forces qui ont intérêt à perpétuer une domination dans des formes tout à fait nouvelles, différentes des formes par lesquelles nous avons été dominés dans le temps. C'est-à-dire que nous sommes passés à l'indépendance, mais nous sommes incapables de construire des États-nations. Ça fait quand même plus de 60 ans. Parce que dans notre pays, on a négocié nos indépendances, qu'on a du mal à faire grand-chose. Tous les pays qui ont combattu, qui ont eu l'indépendance par la force, comme l'Algérie par exemple, où je cite, ont des pays beaucoup, peut-être plus indépendants que nous. Parce qu'on a tué dans l'œuf toute velléité d'indépendance réelle. La plupart des partis, comme le nôtre, qui ont été dissous en 1960 jusqu'à retrouver la légalité en 1980, étaient porteurs de projets de société. Aujourd'hui, les forces qui s'agitent dans le landerneau politique, comme on dit vulgairement, n'ont aucun projet politique digne de ce nom, qui disent aucun programme pour dire si je suis à la tête de l'État du Sénégal, voilà ce que je vais faire. Non pas voilà ce que je vais faire à partir d'une table rase, mais à partir de ce qu'on a déjà construit et qu'il faut améliorer, qu'il faut faire avancer dans la tête des gens pour qu'ils se sentent eux-mêmes, ces gens-là, partie prenante d'un processus de transformation sociale. Or ça, c'est les mécanismes par lesquels nos pays sont dominés par ailleurs, les forces occultes, les forces de puissance d'argent, des forces qu'on ne soupçonne même, dont on ne soupçonne même pas l'existence, qui sont à l'œuvre nuit et jour pour empêcher que les gens puissent raisonner raisonnablement dans une prospective de développement qui n'est gangrénée par rien du tout, parce que nous avons à la base un socle qui est solide. Or, ce socle, il est hybride. Pourquoi il est hybride? Parce que vous avez des gens qui ont tout et vous avez des gens qui n'ont absolument rien. Ceux qui ont tout ont la volonté de perpétuer leur puissance d'argent, leur puissance financière, leur puissance d'influence, qu'ils exercent de manière claire ou de manière voilée sur des gens qui n'ont absolument rien. Et quand le trop-plein est atteint, mais nous voyons ce qui s'est passé. Des forces qui n'ont absolument rien, qui voient les autres dans une arrogance qu'ils ne supportent plus et qui sont, disons, des sujets faciles à manipuler pour des desseins inavouables sur lesquels desseins ils n'ont même pas une claire conscience. Est-ce que ce n'est pas là le danger dans un pays qui vient de découvrir le gaz et le pétrole, où il y a des combattistes derrière? Mais bien en entendu. géostratégie, quand vous avez du gaz et du pétrole, ceux qui ont la même matière, vous devenez son propre concurrent. Mais ça veut dire que nous n'avons pas encore analysé ce que la nature nous a donné et qu'on a découvert récemment, qui est le pétrole et le gaz, sur lesquelles ressources d'ailleurs, il faudrait s'arrêter un petit peu. À un moment où la planète entière est en danger par le réchauffement climatique, par les érosions côtières, par la montée des océans et tout, dans une situation dans laquelle, même si c'est du bout des lèvres qu'on le dit, ou même par des déclarations intempestives, il faut sauver la planète Terre, etc., on continue quand même à manier les énergies fossiles qui sont facteurs de déstabilisation du climat. Alors, nous avons la chance d'en avoir, mais nous devons faire comme d'autres pays qui ont eu aussi le pétrole et le gaz, mais qui les ont utilisés à bon escient pour que ce soit
pas quelque chose qui pèse de manière considérable sur le produit intérieur brut, mais qui participe de ce produit intérieur brut, mais qui lui permet en même temps de sauver à la fois l'environnement et ses défis, et de sauver ce qui peut être sauvé encore de la planète Terre, et de donner aux citoyens de ces pays comme le nôtre la possibilité de prendre appui sur ces ressources-là pour pouvoir se développer. Mais pour cela, il faut un consensus général. Il faut également qu'il y ait une politique qui préserve fondamentalement nos intérêts nationaux au détriment, en tout cas, des intérêts qui sont tout à fait contraires à nos préoccupations économiques et qui puissent nous permettre de gérer dans la paix et la stabilité ce que la nature nous a offert. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le Sénégal est divisé. Le Sénégal est divisé, pourquoi? Parce que nous avons affaire à des pyromanes d'une dangerosité telle que leurs machinations ne sont pas éclairées par des gens éclairés. Puisque je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, si vous les entendez, si vous les écoutez, vous avez l'impression qu'il n'y a que deux camps qui s'affrontent aujourd'hui, le camp du pouvoir et le camp de l'opposition. Or, dans cette opposition, nous, quand on était dans l'opposition pour faire partir le président Wade, ou bien même pour amener la première alternance, c'était des forces organisées, structurées, qui avaient à cœur un projet de société par étapes et qui pouvaient convaincre la plupart des Sénégalais du bien fondé de ces projets-là. Aujourd'hui, ce que nous avons des gens qui jouent sur l'émotionnel, qui jouent sur des phénomènes dont on a du mal à saisir les dynamiques internes, mais dont la manifestation est ce que nous avons vu depuis 2 ans. Depuis 2 ans, le pays ne travaille pas. Depuis 2 ans, le pays est englué dans une sorte de nébuleuse vers des élections à venir et pour lesquelles élections on ne prépare rien pour que, quel que soit celui qui aura la charge de conduire les destinées du pays, cela puisse être assis sur un projet de société clair auquel projet la plupart des Sénégalais, la plupart des travailleurs de ce pays et la plupart des jeunes peuvent adhérer. À propos de jeunes, voilà une force qui est absolument incroyable du point de vue de sa jeunesse. Évidemment, c'est une redondance, mais c'est pour expliquer qu'ils ont tout devant eux. Vous avez des forces comme les femmes, avec leurs organisations, qui doivent participer pleinement à la production des richesses de ce pays sur une base qui leur donne plus d'accès à des pouvoirs de décision, à des centres de décision qui s'intéressent également à leurs préoccupations. Ces deux facteurs-là n'ont pas été pris en compte dans les politiques qui sont mises en œuvre, malgré les programmes, parce que ces programmes ont montré leur insuffisance, ou en tout cas la difficulté dans laquelle ils se trouvent, d'être appliqués pour que ces couches et groupes puissent se retrouver là-dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse? On offre à la jeunesse une mondialisation culturelle de très très mauvaise facture, qui annihile les cerveaux, qui dénature, qui enlève toute forme de culture, un processus d'acculturation de la jeunesse, qui fait que, ils ne croient plus aux potentialités locales. La preuve, les phénomènes migratoires continuent de plus belle. Oui. Vous avez une jeunesse qui est désespérée, puisque l'école ne leur donne pas, l'enseignement, l'éducation ne leur donne pas, disons, l'espoir de pouvoir trouver une place telle qu'ils l'attendent dans la société pour pouvoir être des citoyens à part entière et des citoyens qu'on a mis à part. Il faut qu'il y ait des dynamiques internes qui leur font croire qu'ils ont entre leurs mains le destin de leur pays à travers une éducation, comme je l'ai dit à l'entame de notre propos, familiale, informelle et en même temps comment vouloir de vivre nos différences de manière productive, d'un sens nouveau. Et c'est ça qu'on n'a pas dans notre pays. Donc ça veut dire que la faillite qu'on observe dans ce cadre-là est une faillite qui est imputable à tout un système qui s'est installé de manière relativement durable et contre lequel il faudrait se battre pour avoir une liberté qui permette aux citoyens sénégalais d'aujourd'hui de se sentir citoyens et non plus sujets d'une république. Qu'ils soient le premier à défendre la République et les institutions que la République s'est données, même si elles sont imparfaites dans leurs actions, même s'il y a des choses à leur reprocher, mais qu'on puisse le faire dans un cadre normatif, dans un cadre de connaissances précises et citoyens qui puissent donner à l'autre qui a la charge de conduire ces politiques l'occasion de changer de politique et de donner à la jeunesse, de donner à la population, de donner aux travailleurs le sens de leurs responsabilités qu'ils ont assumées déjà parce qu'ils interpellent. Et en même temps, il y a le résultat qui est là de leur interpellation, un changement
radical de paradigme, un changement radical de façon de faire pour que le citoyen se retrouve en adéquation avec la République et ses institutions. Voilà. Professeur Magaye Kassé, merci d'avoir fait nous sur ce plateau de ITV. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous êtes homme de culture, cinéma, art, tous les arts. Nous parlons avec vous de la situation du pays, faire le point. Où en sommes-nous dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire très attention pour que le Sénégal ne bascule pas, le Sénégal n'aille pas dans la ligne rouge tant redoutée. Merci à tous ceux qui m'ont suivi dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.